Un phénomène dont on ne parle pas beaucoup ces derniers temps, mais qui existe et qui ronge des familles. L'usure, désigne l'intérêt d'un prêt auto abusif. On parle souvent de margouillat. Voilà, vous en avez déjà entendu parler. Rongé par la maladie et ruiné par les margouillats, mon père ne s'est jamais retrouvé. C'est donc le thème qu'on a retenu pour ce jour. Notre invité se nomme Aka Kouadio Joseph. On le retrouvera dans quelques petits instants. Je vous invite à découvrir son portrait. De son atelier de cordonnerie de Marcory-Romblay, ce jeune homme s'interroge constamment sur les circonstances de la perte brutale de son géniteur. Des questions qui restent sans réponse, mais qui trouvent leur fondement dans ce qu'il est devenu aujourd'hui. Lui, il se nomme Aka Kouadio Kofi Joseph. Il est né le 29 avril 1984 à Tanda, à l'est de la Côte d'Ivoire. Une région du pays qu'il a sillonné avec son père instituteur, qui eut au total 15 enfants et 5 femmes. Une belle harmonie familiale qui malheureusement va s'essouffler en 2011 suite au décès du père de famille. Après plusieurs années, notre invité n'a pas fini de faire le deuil de la disparition de son père. Vous saurez la suite de son histoire avec Caroline sur le plateau de C'est Midi. Est-ce que vous savez que vous portez le prénom de notre rédacteur en chef? Il s'appelle Joseph. Ah bon? Bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline. Alors, Aka Kouadio Joseph est notre invité. Je rappelle donc le thème: rongé par la maladie et ruiné par les margouillats. Mon père ne s'est jamais retrouvé. Et cette phrase est de Aka Kouadio Joseph. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Il faut dire que vous êtes titulaire d'un BPC et aujourd'hui vous êtes cordonnier. C'est le métier, je dirais, que vous avez choisi par dépit, n'est-ce pas, à cause de la situation de votre papa qui s'est dégradée au fur et à mesure. On y reviendra. Mais j'ai bien envie de savoir si c'est un métier que vous avez appris finalement à aimer. Merci Caroline. Je vous en prie. Merci à toute l'équipe de C'est Midi. Pour revenir à votre question, je voulais dire que c'est un métier que j'ai appris à aimer au fur du temps. Parce que je fais que le métier s'est imposé à moi. J'étais obligé d'exercer ce métier pour pouvoir survivre, comme je dis. Donc, j'ai appris à aimer ce métier. Le mot n'est pas trop fort, survivre? C'est pas trop fort. C'est bon, parce qu'il faut faire quelque chose pour survivre. Voilà. Et c'est à partir de ce métier de cordonnier que vous avez poursuivi vos études jusqu'à l'obtention du BPC? C'est ça. C'est cela? C'est ça. Voilà. Et qu'en est-il aujourd'hui de vos frères et sœurs, les autres? Parce que vous êtes issu d'une famille de 15 enfants. Oui. Voilà. Et puis mes frères et sœurs sont là, ils se portent très bien. Je vais faire un coucou d'ailleurs. D'accord. Alors, chacun de nous essaie de se battre à sa manière. Voilà, parce que arrivé un moment, c'était vraiment compliqué, comme je vous l'ai dit. Et chacun de nous se bat à sa manière. Voilà. Donc, et votre père, il était instituteur? Il était instituteur, oui. Un instituteur qui se retrouve avec 15 enfants et avec 5 femmes différentes, je dirais. Oui. Quelle était donc l'ambiance à la maison? À la maison, l'ambiance était très, très, très bonne. Parce que mon père était un père vraiment exemplaire. Il était vraiment gentil avec nous, ses enfants. Il était beaucoup famille. Et l'ambiance était très, très, très bonne. Entre nous, les frères et sœurs, malgré qu'on avait des moments différents, mais ça allait très bien. Voilà. Avec le père, c'était très, très, très bien. Il arrivait tout de même à subvenir à vos besoins? Ah oui, je veux dire, avant, au départ, le père arrivait à assumer tout. Il s'occupait très bien de nous. Il nous scolarisait. Il faisait tout ce qu'un père devait faire pour ses enfants. Avait-il des activités annexes? Les activités, mon père aimait beaucoup le chant. Des sources de revenus en dehors de son salaire d'instituteur? Oui, mon père aimait beaucoup le chant, donc il faisait beaucoup de chants de riz, chants de coton et tout ça. Donc avec tout ça, ça pouvait l'aider à subvenir un peu à nos besoins. Voilà, donc mon père était un père gentil, bien.
comme un bon père. Donc tout allait bien. Tout allait très bien. Jusqu'à ce que survienne un incident malheureux. C'est ça. Qui va bouleverser complètement le cours de votre vie. C'est cela. Racontez-nous, s'il vous plaît, ce pan de votre histoire. L'histoire, elle est un peu difficile, mais je me rappelle bien que l'histoire commence exactement en 92. En 1992, et mon père, étant un instituteur, dans sa classe, avait interrogé des élèves, je peux dire 15 élèves, qu'il a interrogés. Alors, ces 15 élèves, il a mis un devoir au tableau. Alors, au tableau, les élèves qui passaient n'ont pas... Tous les 15 élèves n'ont pas trouvé la réponse plutôt. Et à la suite, il a corrigé ces 15 élèves. Les 15 ont reçu la même correction, au même titre. Et après, quelques jours après, parmi les élèves, il y a un qui a eu des malaises, des bobos. Et les parents du petit ont demandé au petit qu'est-ce qu'il avait. Et il a dit à ses parents que mon père, l'insisteur, l'a bastonné, l'a corrigé, l'a tellement frappé. Et c'est pour cela qu'il a eu des problèmes. Alors, les parents du petit qui s'agitent et comme ça, ils essaient de rentrer en contact avec mon père. Je vous rappelle que l'oncle du petit était ami à mon père. Voilà, et c'est comme ça que l'oncle du petit accuse mon père de l'avoir fait mal. Et à la suite de ça, l'enfant est décédé après. Oh là. Il est décédé après. Et après, les examens, après des enquêtes, tout ça, on a vu que le père était innocent. Mais ça, c'est bien plus tard. Il était bien plus tard. Ça, c'est bien plus tard. Bien plus tard. Et je veux dire, les autres enfants, ouais. Les autres enfants, parce que vous m'avez dit il s'agissait de 15 enfants qui ont été corrigés. Oui. Alors, les 14 autres? Les 14 n'ont rien eu. N'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Donc, ce n'est pas forcément, en fait, qui est lié, on va dire, à la correction donnée par votre père. C'est ça. Bon, il a été accusé comme ça. Et accusé à tort, et qu'a-t-il subi? Oui. Et après, quand ils ont fait les enquêtes. Mais ou peut-être dans le courant des enquêtes, juste après le décès du petit, qu'est-ce que votre père a subi? Après, puisqu'il était le premier suspect de la mort de l'enfant. Oui. D'abord, on l'a gardé en garde à vue. Voilà, pour les enquêtes. À chaque fois, quand il partait, souvent, les gars venaient le chercher chez lui à la maison pour des enquêtes et tout ça. Voilà, vraiment, ça a duré. Et après, il y a eu des dettes. Il y a eu des dettes que le vieux devait payer, des sommes qu'il devait payer et tout ça. Et le vieux était vraiment des sommes qu'il devait reverser à qui exactement? Aux parents de l'enfant. Aux parents de l'enfant. Parce qu'au début, on ne savait pas que c'était pas le père qui était à la base de ce problème-là. Voilà. C'était pour les soins, en fait. Comment? C'était pour les soins du petit. Non, le petit était décédé. Donc il versait la somme pourquoi là? La somme, je suppose, peut-être pour les obsèques, oui, pour les obsèques, pour dédommager les parents. C'est ça. On sait comment ça fonctionne généralement. C'est ça. Donc c'est comme ça que, après mon père se retrouve une fois à la banque. Il arrive à la banque, soi-disant, pour aller prendre de l'argent, pour régler ses problèmes. Et il arrive, il y a des groupes qui l'accueillent et qui lui proposent de lui donner un prêt. Voilà. Et c'est comme ça qu'il s'entend avec ces derniers-là. Et les gars lui donnent un prêt qu'il devait rembourser après avec des intérêts. Voilà. Et après, je pense que c'est comment dirais-je, le circuit des magouillas. Voilà. Donc quand on lui donne les prêts, après, il paye, mais arrivé au moment, il n'arrivait plus à payer, ses dettes. Donc, au fur et à mesure, ses dettes augmentaient. Allez-y. Ses dettes augmentaient jusqu'à ce que mon père soit vraiment épuisé, ruiné, je peux le dire. Voilà. En ce moment, vous n'étiez qu'un enfant. Oui. Alors, je veux savoir, à quel moment vous avez commencé à sentir que ça n'allait plus chez papa?
je peux dire que c'est quand je suis arrivé en classe de 6e. En classe de 6e, et là, je devais quitter le père pour aller fréquenter à Bongouanou, précisément dans un collège qu'on appelle Oufou-Fété. Voilà, étant là-bas, je n'étais plus avec le père, avec les parents. Et là-bas, il faut avoir un tuteur et tout ça. Et arrivé là-bas, d'abord, pour payer les frais de scolarité, même c'était déjà compliqué. L'inscription déjà, c'était déjà compliqué. Voilà. Donc, quand mon père fait l'inscription, que j'arrive au collège, là-bas, c'était compliqué parce que mon père n'a même pas payé mes fournitures. Il n'arrivait même pas à assurer Il n'arrivait le pas à minimum. assurer, oui, les fournitures, rien. Et j'arrive, moi-même, je me bats, je me démène comme ça. Je vais au champ, suivre les gens pour aller au champ, pour aller faire, dans nos jardins, on appelle ça tréclé. Voilà, j'arrive pour pouvoir subvenir un peu à mes besoins. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête d'adolescent? Qu'est-ce que vous vous dites? Je me posais un peu des questions, je me disais, mais parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi un instituteur, un fonctionnaire d'État, n'arrivait pas vraiment à s'occuper réellement de ses enfants, à scolariser ses enfants. Alors je me posais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions. Et ça vous rendait aussi triste, je suppose? Bien sûr, bien sûr. Et arrivé un moment, quand j'arrive en classe de 5e, je prends mon courage, je dis non, ça il faut que je demande à mon père réellement ce qui se passe. Parce que je ne pouvais plus supporter. Voilà, donc j'appelais mon père un soir et je lui ai posé la question. Papa, vous êtes un instituteur, un fonctionnaire. Ne soyez pas étonnés, les enfants d'instituteurs, généralement, ils vous voient, ils vous voient leurs parents. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à assurer mes scolarités, papa? Mon père était vraiment... il ne voulait vraiment pas me dire quelque chose. Voilà, j'ai tellement insisté. Et à la fin, il m'a dit, mon fils, vraiment, excuse-moi, mais c'est pas de ma faute. J'ai été entraîné dans un système là, et c'est ce qui m'a amené jusqu'à là. Encore, mon père a essayé de me faire comprendre, mais moi je n'étais pas trop convaincu parce que je disais que vraiment c'était trop facile en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça, l'idée est venue comme ça de me chercher, de me battre, de faire quelque chose de mes 10 doigts pour pouvoir être un peu indépendant hein, des parents, puisque connaissant déjà les difficultés du père, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose. Et vos frères et sœurs étaient-ils informés, on va dire, de la situation dans laquelle se trouvait votre père? Les plus grands étaient informés. Les premiers étaient informés. Parce que moi, je suis le cinquième des enfants. Et ça a été quoi la répercussion sur toute la famille, en particulier les enfants? Les enfants, d'abord, la plupart de mes frères n'ont pas été scolarisés. Et puis, faut dire que le père n'a pas vraiment fait ce qu'il devait faire. Je voyais. Donc c'était compliqué, c'était difficile. Et là, chacun s'est cherché, comme on veut dire. Hein? Chacun s'est cherché. Et jusqu'à présent, je pense que ça continue de nous fatiguer, Jessica. Alors moi, je suis vraiment intéressée par le phénomène des Margouillas parce que vous étiez très jeune à cette époque-là. À quel moment vous avez réellement compris qu'il s'agissait du phénomène des Margouillas? Et est-ce que vous avez fait des recherches sur ce phénomène-là et que vous avez finalement compris? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous rejetez la faute sur les Margouillas ou sur votre père finalement? Je n'ai pas fait de recherche en tant que tel. Hein. Voilà, mais par les on dit, je sais un peu comment est-ce que ce phénomène fonctionne. Je voyais. Voilà. Maintenant, parler de faute, je ne peux pas accuser mon père ou bien accuser ce phénomène, mais... Parce que vous estimez que votre père était quand même assez responsable. Il était responsable. Faire des choix dans la vie. Bah, voilà. Je me dis que c'est la situation qui l'a amené dans ce phénomène, donc je ne peux pas l'accuser. Voilà. Et plus tard, les résultats de la police? Bon, plus tard... Parce que vous nous avez dit que votre père a été innocenté. Oui, plus tard, il a été blanchi. Il a été blanchi parce qu'après toutes ces enquêtes-là, ils ont vu qu'il était vraiment innocent. Voilà. Et ça a été quoi son sort?
A-t-il été dédommagé ou pas? Dédommagé, non. Il n'a pas été dédommagé. Il n'a pas été dédommagé. Mais quelle a été réellement la cause du décès de cet enfant-là? Est-ce que finalement ça a été su ou pas du tout? Non, finalement, après tous ces examens-là, ils ont découvert que l'enfant avait un problème. Hernie ombilicale. Voilà. Donc, que les parents ont négligé dans le temps et c'est ce qui a emporté l'enfant. Un peu triste quand même ce qui se passe. Votre père a été accusé à tort. Ça a ruiné sa vie, ça a ruiné pratiquement la vie de toute la famille. Et nous sommes en compagnie d'Aka Kouadio Kofi Joseph qui est aujourd'hui cordonnier. Il a décidé de ne pas abandonner. Voilà. Il a décidé donc de se battre pour réussir. Aka, on revient donc au témoignage. Je pense que le doyen voudra intervenir. Oui, oui. Nous vous écoutons. On n'a jamais assez parlé de ce fameux phénomène des magouillas. Le papa de notre invité a apparemment une raison qui l'a poussé dans les bras de ces magouillas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui s'engagent, mais pour des raisons de prestige, de consommation, de luxe, de tout. Mais attention, moyens, en fait. Attention. Je vais toujours, les conseils, on va toujours les donner, même s'ils n'appliquent pas, mais nous, on ne se fatigue pas de leur donner des conseils. Il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a et à bien le gérer jusqu'à ce qu'on parvienne à l'accroître, sans chercher à s'endetter, sans chercher à vivre au-dessus de ses moyens. Car, tel un violent tourbillon, la spirale sans fin de nos désirs nous emporte loin des hommes avec grand H. Le Baoulé dit, Blain, Otobei, Yabedio. Il ne faut pas anticiper. La belle vie, on l'amène quand elle se présente. Il ne faut pas anticiper. Merci beaucoup, le doyen. Merci. Oui, allez, je veux savoir, j'ai compris que vous étiez titulaire d'un BEPC. Oui. Ça vous donne l'occasion de passer un concours pour la fonction publique et tout. Est-ce que la tragédie par laquelle votre père est passé vous a coupé toute envie d'essayer? Non, ça ne m'a pas coupé l'envie, mais il a essayé de passer quelques concours de la fonction publique. D'accord. Mais ça n'a pas marché. D'accord. Bonne chance pour les prochaines fois. Merci. Et vos frères, là, il y a des fonctionnaires parmi vos frères en ce moment? Non, il n'y a pas de fonctionnaires parmi nous. Pas de fonctionnaires. D'accord. Donc chacun se débrouille comme il peut. Chacun se cherche, comme on dit. C'est déjà bon. Comme on le dit, débrouiller n'est pas voler. C'est ça. Merci beaucoup. Paulus Agathon est prêt à nous rejoindre et nous le recevons avec un grand sourire. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour vos différents messages sur la page Facebook C'est Midi. Si vous ne l'avez pas encore liké, c'est l'occasion de le faire. Et je vais lire ainsi les messages des personnes qui ont réagi sur le sujet du jour, notamment celui de... Voilà, j'ai le nom. Zeba Abdul Karim Dosso, voilà. Il dit déjà courage et bonne guérison à votre père. Je profite pour dire à la population, voilà. Le père a décidé. Voilà, je profite pour dire à la population d'éviter les magouillas. C'est une sorte de mafia parce qu'une fois entre leurs griffes, on s'en sort malheureusement ruiné. Que Dieu vous aide pour la suite. On a ce message de Épiphane David Ephraim. Il dit il y a eu ce lot de circonstances malheureuses concernant votre père. Mais une fois qu'on entre dans le réseau des margouillas et qu'on n'arrive plus à éponger nos différentes dettes, est-ce qu'il y a une sorte de répression de ces derniers-là? J'ai pas bien compris ça. Alors, c'est-à-dire, puisque quand on prend les dettes, on n'arrive plus à les rembourser à un certain moment, donc on a toujours des dettes qu'on ne peut plus rembourser. Est-ce que ces derniers-là, il y a une sorte de répression, des représailles de leur part? Bien sûr, parce qu'il y a la pression, puis le stress, tout ça, ils poursuivent toujours le père, ils viennent toujours pour réclamer leur argent et tout ça. Pour répondre à votre question, très cher Paulus, il peut arriver des cas où les margouillas se pointent à la maison et ramassent tous les objets de valeur en fait. Pour dire tellement c'est... Sans huissier de justice. Sans huissier. Ouais. Ça a été le cas pour votre père? Je crois une fois, ils sont arrivés à la maison et ils ont pris un peu tout ce qui était à la maison. Les fauteuils, les frigos et tout ça, ils ont tout pris, les arbres, tout ce qui est comme appareil.
j'avais tout ramassé. Les margouillas, vous les avez vus, c'est des êtres humains? C'est des margouillas. D'accord. Et quand c'est comme ça, c'est quoi la réaction des enfants? Ah, mais nous sommes Étonnés, en pleurs. Nous sommes étonnés, nous pleurons. C'est triste. Franchement. C'est triste. En tout cas, l'ensemble des messages vous dit beaucoup de courage et on espère que vous n'entrerez pas dans ce réseau de margouillas. Et donc, Caroline, c'est avec ce message que moi je vais prendre congé de vous en ce qui concerne la réaction des internautes pour ce jour. On se donne un rendez-vous toujours lundi à la même heure parce que vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus. Merci. Excusez-nous de ne pas vous recevoir aujourd'hui avec beaucoup de chaleur, mais franchement, le sujet nous y oblige. Alors, pour revenir à notre thème, dans le thème, il est dit aussi que votre père a été rongé par la maladie. Oui. Vous êtes sûr que c'est forcément lié à la situation qu'il vivait? Ah, je pense que c'est un peu lié quand même, parce qu'il y avait le stress et tout ça. Je pense que c'est un peu lié. Et il souffrait de quoi exactement? Diabète et la tension. Là, ce sont des maladies étroitement liées au stress. Ça l'a même paralysé finalement et il est décédé par la suite en 2011. Oh là là. Vraiment beaucoup de courage à vous. Merci. Beaucoup de courage. De votre côté. Pendant que vous êtes en train de parler, on essaie de se mettre à votre place, quoi. Voir le père de famille qui représente l'autorité de toute une famille, la personne sur qui tout le monde compte pour ses études, pour ses besoins. Et on voit un père qui au départ était responsable, affaibli. Franchement, c'est dommage. On est triste. Alors, c'est l'occasion pour nous d'interpeller les uns et les autres sur ce phénomène. Comme je le disais au début, c'est un piège dans lequel il ne faut jamais tomber parce qu'on ne s'en sort plus jamais. Jamais. C'est cela. Et puis justement, Caroline, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est comme vous êtes une personne consentante. C'est-à-dire que vous acceptez, vous signez un contrat avec eux, vous leur donnez votre carte de crédit. Donc, vous ne pouvez pas aller à la police, vous ne pouvez rien faire en fait. On ne vous a pas mis un pistolet sur la tempe, donc c'est vraiment dangereux. C'est vrai que ce n'est pas évident quand on se trouve dans une situation. On prend la première solution qui vient, mais réfléchissez à deux fois parce que les conséquences sont trop graves. Et vraiment. Comme le doyen disait, il faut éviter de vivre au-dessus de ses moyens. Voilà. Alors, vous, oui, c'est possible d'interpeller même les autorités étatiques, parce que c'est ça, il faut en même temps sensibiliser les fonctionnaires. Ce phénomène, heureusement que ce phénomène est en voie de disparition actuellement. Voilà, les jeunes, je dis, je vois pas la jeune génération en train d'aller s'arrêter au plateau, prendre les derrière et tout. C'est les anciens fonctionnaires à l'époque, les fonctionnaires ou les instituteurs, les enseignants. Le meilleur marguillard, c'est la banque. Vous êtes fonctionnaire d'État, prenez auprès de la banque pour vous rembourser, vous ne ressentez pas la chose. Mais des individus vous accostent dans la rue. Heureusement que Satan disparaît. Il suffit à l'État de faire un petit ratissage. Sinon, ils sont à visage découvert au plateau. Il faut les ratisser, ils vont partir. Ils vont partir. C'est avec les mêmes prix. Ça se fait. Ça se fait. On le voit, mais ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Il suffit qu'ils vous voient en veste, ils vous approchent. Monsieur, voilà, et puis c'est vers le jardin public avec le bureau. Ils vous amènent là-bas. Oui, mais on le voit. Un visage découvert, on va le voir. L'État n'a qu'à faire quelque chose. Nos parents, ils quittent au village, ils viennent à Abidjan pour prendre son aïe là. Ils croisent quelqu'un qui a veste là, qui peut... Et puis c'est des... C'est ça, on ne comprend rien dans les Français. L'État fasse quelque chose vivement, franchement. Et justement, moi, en ce qui concerne l'État, j'aimerais tout simplement faire un petit plaidoyer, voilà, pour la situation, on va dire, de nos fonctionnaires. Je pense que si les fonctionnaires ont des salaires conséquents, cela éviterait quand même qu'ils se tournent vers ce genre de fléau. Oui, mais voilà, parce que... je suis complètement d'accord, mais en même temps aussi, c'est-à-dire il faut avoir une vie qui est proportionnelle à ton salaire. C'est clair, parce que tant que tu toucheras une somme et que ta vie sera... Je ne vais pas indexer certains hommes, mais je veux dire que quand vous touchez un salaire et que vous avez 150 enfants, c'est compliqué. Un enfant, ce sont des responsabilités, ce sont des dépenses au quotidien. Il faut faire attention aussi. Dans ce cas, dans son cas précis, on va dire, avec les 15 enfants, il arrivait à subvenir parce qu'il avait d'autres sources de revenus. Et le problème survient au moment où il s'allie au margouillat. Donc il faut faire très très attention à ce niveau-là. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas si vous avez un message à porter, sinon on va vous dire au revoir. J'ai un message à apporter. Je voulais dire aux jeunes gens de ne pas tomber dans la facilité. D'accord. Quels que soient les problèmes, il faut être positif. Et c'est le cas pour moi. Quelles que soient les difficultés qu'il y a eu en famille, je suis resté positif. Je me suis donné un petit boulot, on me dit un job. La cordonnerie qui était mon job de vacances qui est aujourd'hui. Je peux dire mon activité principale. Alors j'appelle aux jeunes, je lance un appel aux jeunes
de vraiment se battre, de se chercher, comme on le dit, de ne pas surtout compter sur les parents. Voilà, on peut avoir des parents qui sont bien assis, mais toi-même, il faut chercher à faire quelque chose. Et tout parce peut, qu'on ne sait jamais. Même quand on a des parents qui ont les moyens, tout peut s'écrouler du jour au lendemain, comme un château de cartes. Voilà. Mon activité, j'essaie d'agrandir, d'essayer d'aller encore plus de l'avant. En tout cas, nous, on vous souhaite d'être un bottier. Voilà. Merci. De ne pas vous limiter à l'entretien des chaussures, mais d'aller plus loin. Et surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avancer encore dans les études telles que vous avez commencé. Essayez, foncez, 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 allez-y plus loin, passez des concours, sait-on jamais. Je pense que vous avez ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Merci infiniment, Aka Kouadio Joseph. Merci d'être passé sur notre plateau.